Maintenant, je vais demander aux participants de la table ronde de bien vouloir venir me rejoindre à la table, dans l'ordre des étiquettes. Yitzhak Grunwald, le professeur André Jordan, le professeur Alain Finkel et moi-même. Et dès que tout le monde est installé, on commence. Tout d'abord, quelques mots de présentation de cette journée. Vous voyez derrière nous un certain nombre de logos, et je voulais d'abord commencer par ça. Cette journée, donc, de rencontre pédagogique nationale, en fait, est le fruit de la réunion d'un ensemble de structures, sous une même bannière, on dirait, d'amélioration de la qualité de l'enseignement dans nos établissements en France. Notre souci, à travers la formation, à travers les rencontres, à travers le travail sur les programmes, tout ce qui peut être fait dans ce sens-là, vise une seule chose qui est essentielle. Toujours l'amélioration de la qualité de l'enseignement, parce que ce qui nous préoccupe, c'est l'enfant dont on a la charge. Si nous devons être les meilleurs, c'est parce que nos enfants le méritent bien. Tous les enfants de la République le méritent. Nous, on s'occupe déjà de nos écoles et on a fort à faire. Et donc, on s'est réunis, le Fonds social juif unifié, donc la direction de l'action scolaire, le campus FJU, qui est l'organisme de formation, formation initiale, formation continue, des enseignants, des formateurs, des directeurs, des conseillers pédagogiques, pour les écoles sous contrat, comme pour celles qui sont hors contrat, pour l'enseignement général, comme pour l'enseignement juif. Tout ceci est à l'intérieur du campus. À l'intérieur du campus, encore, vous avez différents partenaires. Vous voyez le logo de l'Institut André et Rina Neher, voilà, allons jusqu'au bout, qui est l'ancêtre en quelque sorte du campus, qui avait été créé en 1993. Mais vous avez également le logo de l'Institut Moshe Aren, qui est dirigé par Pnina Bitton et Tamar Schwartz, qui se consacre essentiellement aux enseignants de Kodesh, mais en partenariat aussi avec l'Institut André Neher. Vous avez le Centre national de pédagogie juive, fondé et dirigé par Claudine Lévy, qui nous a rejoints maintenant depuis quelques années. Et donc, tous ensemble, nous avons essayé d'organiser cette journée avec comme point de départ la problématique qui est celle qui est présentée dans le cadre de cette table ronde. C'est-à-dire quels sont les besoins spécifiques de nos élèves en ce début de XXIe siècle. On a commencé à réfléchir à l'avenir avec Luc Ferry. On va essayer de changer de point d'observation, essayer de réfléchir aux élèves, qui sont ceux qu'on a aujourd'hui, à leurs besoins, et comment, face à leurs besoins et à leur personnalité, on va pouvoir essayer d'apporter des réponses qui tiennent compte des enfants que nous avons en face de nous. Pourquoi cette question? D'abord parce qu'ils n'ont rien à voir avec les enfants que nous étions lorsque nous étions élèves. Le monde, je le disais tout à l'heure, accélère de manière extrêmement rapide. Les enfants changent, ce ne sont pas les mêmes. La période du Covid nous l'a encore montré. Il y a un changement de posture de l'élève, un changement dans ses attentes, dans ses besoins. On a beaucoup vu le changement aussi de position de l'enseignant par rapport à l'élève, parce que notamment au moment du confinement, s'est instauré ce qu'on a rarement en classe, une relation personnelle à chaque enfant. Lorsque les enseignantes de maternelle ou de primaire appelaient de manière individuelle chaque enfant, on leur a donné à ce moment-là, alors que dans la classe, ils auraient peut-être été noyés dans le groupe, un sentiment d'existence extraordinaire. Ils étaient l'interlocuteur de la maîtresse, eux, 3 ans, 5 ans, 6 ans, avec une relation qui leur a donné de l'importance, qui a renforcé leur image de soi. Certains enfants ne s'exprimaient peut-être pas beaucoup dans la classe, parce que, vu la dynamique, ils pouvaient avoir moins d'espace d'expression. D'autres
s'exprimait pour se mettre en avant, mais là, il n'y avait plus besoin de se mettre en avant. On était considéré pour lui-même. Tous ces éléments qu'on a déjà abordés avec les directeurs lors de l'Assemblée des directeurs du mois de mars dernier sont des éléments à prendre en compte pour faire évoluer notre positionnement. Comme on l'a dit à plusieurs reprises, même si on n'est pas complètement sorti de la période Covid, on est quand même un peu dans l'après-Covid, ne serait-ce que dans notre manière de vivre et d'être sorti d'une forme de confinement. Mais en même temps, on ne peut pas recommencer comme si de rien n'était. On a découvert l'avantage des nouvelles technologies, mais de manière intelligente, on en avait peur. On avait l'impression qu'on allait être remplacé. Et même dans ce que décrivait tout à l'heure M. Luc Ferry, on voit bien qu'il y a un parti à tirer de l'intelligence artificielle. Ces logiciels ne sont pas là pour remplacer l'enseignant, ne sont pas là pour remplacer la relation interhumaine qu'on peut avoir avec un enfant qu'on accompagne, qu'on prend par la main pour avancer dans sa vie. Ils sont là pour nous faciliter un certain nombre de choses, pour nous donner un accès facilité à de la connaissance, ou à du savoir, ou à de l'organisation du savoir, mais pas pour remplacer la relation humaine. Donc, le travail de l'enseignant dans sa posture relationnelle avec l'élève reste quelque chose de fondamental sur lequel il va falloir travailler. Et les nouvelles technologies sont des outils qu'il va falloir encore apprendre à mieux utiliser. Donc on a prévu pour ça un certain nombre d'ateliers, de réflexion, d'acquisition de compétences cet après-midi. On y reviendra. Mais ce matin, on a voulu dialoguer avec des experts. Et c'est étrange parce que, en tout cas pour deux de ces experts, ils avaient une culture et une formation scientifique avant d'avoir une posture et une expertise pédagogique. Et je pense que là aussi, on est dans un monde où on ne peut plus séparer les choses. Je le disais il y a quelques semaines dans une remise de diplôme pour des stagiaires qui avaient suivi la formation PEI. Quand l'Institut André Neher a été créé en 1993, on distinguait l'apport de la psychologie par rapport à celui de la pédagogie. Il ne fallait pas mélanger, les psychologues pouvaient être dangereux pour les éducateurs. On a bien vu que dans certains cas, il faut laisser tomber ces barrières, parce que sinon, on se prive de compétences. Mais là, moi quand j'ai fait mes études de psychologie, on était encore dans l'incertitude. Est-ce que la psychologie, c'est dans les sciences humaines ou dans les sciences exactes? Alors, il y avait une partie des cours qui était à la fac de lettres et une partie des cours qui était à la fac de sciences. On n'avait pas encore tranché. Mais en même temps, on voit bien que des personnalités avec des parcours diversifiés, multiples, apportent de la richesse au regard qu'on peut avoir sur la question de l'apprendre, sur la question de la prise en compte des émotions dans le cadre d'un enseignement. Ce sont des choses qu'on a voulu regarder de près, et puis on a voulu, comme on a l'habitude de le faire, ouvrir un échange avec ce qui se passe à l'autre bout de la Méditerranée, en Israël. Sur certains aspects, ils ont pris des orientations avant nous, sur d'autres, ils en prendront peut-être après nous. Donc, c'était intéressant de confronter nos points de vue. Le premier intervenant se trouve à ma droite. Je présenterai chacun à son tour. Le professeur Finkel. Et finalement, je l'ai rencontré grâce à un échange avec l'Institut Moshe Arendt, avec Pnina, qui m'a fait découvrir son ouvrage « Manuel d'analyse cognitive des émotions ». C'est un nom technique, professionnel, technique, mais en même temps, j'ai découvert dans la lecture une personnalité avec un profil très diversifié, qui aujourd'hui est professeur de sciences cognitives à l'ENS. Je ne vais pas refaire tout ce que vous avez dans les brochures, hein, mais juste vous donner quelques éléments qui me semblent saillants. Quelqu'un qui a travaillé donc d'abord dans l'informatique.
et donc avec une approche, je dirais, analytique, structurée, ordonnée, et qui va se préoccuper, c'est ça qui m'a interpellé, des émotions, qu'on aurait tendance à mettre dans le côté de la littérature, du sentiment, de l'affectif. Mais en même temps, quand on parcourt son ouvrage, on se rend compte qu'on n'avait rien compris, parce que pour nous, les émotions, c'était du banal, c'était du sentiment. Alors qu'en fait, il y a un langage, il y a une manière de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'enfant ou de l'adulte qui est en face de nous. Comprendre les mécanismes qu'il est en train de mettre en jeu. Et tout ça, pour un enseignant, c'est essentiel. Parce que si on ne sait pas, un tant soit peu, interpréter ses émotions, on est peut-être en train de faire une erreur pédagogique. On est peut-être en train de se tromper complètement. Et mettre l'enfant dans une situation de conflit par mauvaise compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de lui, qu'on aurait peut-être pu éviter. C'est pour ça que j'ai sollicité le professeur Alain Finkel, qui aujourd'hui est donc président de l'association Apprentissage, qui professeur de sciences cognitives à l'ENS, qui a donc, mais à l'école normale supérieure de Saclay, Paris-Saclay, et qui du coup avait, à mon sens, l'opportunité de venir nous faire découvrir une autre approche de l'analyse de l'enfant qu'on a en face de nous. Et comme il a eu l'expérience également de la formation des enseignants, ça me semblait tout à fait à propos de le faire venir.